Comme l'a si bien dit Horace Le Gorn, c'est de la magie très noire. Très très noire. Sorciers, sorcières et étudiants en magie, bonsoir. Dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé de choisir entre la chaleur et l'obscurité. Choix assez conséquent puisque celui-ci allait déterminer le sujet de l'épisode suivant. Et nombreux sont celles et ceux qui ont choisi l'obscurité. Comme vous le savez, la majorité l'emporte toujours. Donc ce soir, j'ai le plaisir de vous donner cours de défense contre les forces du mal. Je préfère vous avertir, pour ce cours, il va falloir vous accrocher. Car nous nous attaquons à une des pratiques les plus ardues en magie noire vu la complexité, les connaissances et la puissance magique qu'elle demande pour être exécutée. Je sais que notre ancien directeur, Albus Dumbledore, était totalement contre ce genre de sujet d'étude. Il l'avait même formellement interdit de l'étudier dans l'enceinte de l'école lorsqu'il la dirigeait. Mais je pense personnellement qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, je vous l'enseignerai quand même. J'espère que vous êtes concentrés, que vous avez pris de quoi noter et que votre esprit est serein malgré le sujet que nous allons traiter. C'est parti pour un cours de défense contre les forces du mal sur les Horcruxes. Mais avant de commencer ce cours, il est temps de vous échauffer un peu et d'exercer votre magie en lançant votre plus bel Expecto Patronum. Après tout, rien ne vaut un peu de pratique pour maintenir votre niveau en magie. Et puis si vous aimez ce cours, n'oubliez pas de le partager à vos camarades de Poudlard. Ça m'encourage fortement à vous proposer toujours plus de contenu. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Commençons par déterminer ensemble ce qu'est un Horcrux. Un Horcrux, ça peut être ça, ou encore ça. Et autant vous dire que ce n'est pas terminé car il existe un nombre incalculable de formes que pourrait prendre un Horcrux. Et pourquoi ? Parce qu'un Horcrux n'est rien d'autre que l'appellation donnée au réceptacle dans lequel est inséré le fragment d'âme d'un sorcier. Oui, messieurs, dames, rien que ça. Et on ne parle pas de l'âme de n'importe quel sorcier, mais bien celui d'un adepte des arts obscurs. Parce que créer un Horcrux, c'est bien un acte qui trouve ses racines au plus profond de la magie noire. Je tiens à vous rappeler qu'aucun acte de magie noire n'est un jeu. Cela peut se révéler être terriblement dangereux et même fatal pour les novices en la matière, comme c'est le cas pour le défunt Vincent Crabbe tué par son propre sort. Et si la magie noire n'est déjà pas à la portée de toutes et de tous, créer un Horcrux l'est encore moins. Il faut être hautement qualifié dans les arts obscurs et avoir derrière soi des années et des années de pratique pour espérer pouvoir en créer un comme l'a fait le Seigneur des Ténèbres. D'ailleurs, très peu de créateurs d'Horcrux sont connus à ce jour, pour les raisons évidentes que cette pratique est très peu courante et même assez méconnue dans le monde des sorciers, et aussi qu'il ne serait pas très judicieux de crier sur les toits que l'on détient des Horcrux, et vous savez pertinemment pourquoi. Les seuls possesseurs d'Horcrux que l'on connaît sont le Seigneur des Ténèbres qui détient à ce jour le plus grand nombre d'Horcrux créés par un seul sorcier, et aussi le probable inventeur d'Horcrux, Herpo l'infâme. Mais si vous le connaissez, on en a déjà parlé dans mon cours sur le basilic. Alors je ne sais pas si notre cher Herpo l'a fait exprès ou si c'était juste une expérience ratée qui a donné des résultats quelque peu différents de ce qu'il avait en tête au départ. Mais une chose est sûre, son invention fait partie des plus grands sorts de magie noire existants dans le monde des sorciers. Comme quoi, d'un ratage peut naître une réussite. Un peu comme la tarte à thym. Ce n'est pas la première fois que je compare un Horcrux à une célèbre pâtisserie. Et c'est quelque peu criminel de ma part, je vous l'accorde. Mais comme ça, vous comprenez l'idée. Et tant qu'à faire, parlons justement des étapes pour réaliser un Horcrux. Je tiens à vous rappeler que transférer un morceau d'âme de son corps vers un artefact est loin d'être sans conséquence. On parle là d'un acte complètement contre nature et qui plus est quasi chirurgical, car il y aura bien une ablation d'un morceau de l'âme. Mais avant de se mutiler, le mage noir va devoir faire un choix crucial, celui de son réceptacle. Deux possibilités s'offrent alors à lui. Soit utiliser un objet inerte, soit de greffer un morceau de son âme à l'âme d'un être vivant. Mais vous comprendrez que l'organisme vivant n'est généralement jamais le premier choix du mage noir, car l'organisme vivant a une date butoir et finira par conséquent par ne plus être vivant. Il est donc largement préférable de choisir un objet inerte. Il pourrait s'agir d'un objet passe-partout ou d'une jolie relique qui traverse le temps et les époques. C'est vraiment selon la préférence du mage noir. Une fois le réceptacle choisi, le mage noir pourra enfin passer à la pratique. Et c'est là que ça coince. Enfin, pas pour le mage noir, mais pour nous. Car même si nous savons pertinemment que le meurtre est une étape cruciale dans le processus de fabrication d'un Horcrux, pour ce qui est du reste, eh bien c'est assez nébuleux. Nous ne connaissons ni le sort qui l'accompagne pour enfermer le morceau d'âme déchiré dans le réceptacle, ni le reste du processus. Et je souhaite beaucoup de courage à ceux d'entre vous qui tenteront de trouver plus d'informations sur le sujet.
Sachez que très peu de livres traitant les arts obscurs mentionnent cette pratique tellement elle est épouvantable et instable. Les seuls livres le mentionnant effleurent à peine le sujet et parfois ne le traitent même pas du tout. Nous sommes par conséquent à des années-lumière d'un réel apprentissage de fabrication d'Horcrux. Pour vous donner un exemple concret, il est dit de l'Horcrux dans l'introduction des Grandes Noirceurs de la magie qu'il est la plus vile de toutes les inventions magiques et qu'ils ne diront mot ni n'enseigneront cette pratique. Voilà de quoi en décourager plus d'un. L'un des seuls ouvrages à expliquer concrètement la méthode en détail et des conséquences qui s'ensuivent est celui que Tom Jedusor a trouvé à son époque dans la bibliothèque de Poudlard. Celui qui se nomme « Secrets les plus sombres des forces du mal ». Évidemment, ce livre a été retiré il y a bien longtemps de la bibliothèque de l'école, donc ne tentez pas de le chercher, vous perdrez votre temps. J'espère que c'est bien compris. Abordons maintenant une question des plus importantes. Pourquoi faire ? Pourquoi commettre un acte aussi horrible que celui de tuer un individu et faire on ne sait quoi avec son cadavre pour un simple bout d'âme mis en pot ? Eh bien, je vais vous le dire. L'objectif de cette manœuvre magique des plus délicates est tout simplement celui de jouer, ou devrais-je dire de déjouer la mort et de se prendre d'une certaine manière pour un célèbre alchimiste. Car si fut un temps Monsieur Flamel avait sa pierre philosophale en gage d'immortalité, créer un Horcrux l'est aussi d'une certaine manière, mais dans une moindre mesure. Je dis d'une certaine manière car contrairement à la pierre philosophale et l'élixir de longue vie qui en découle, l'Horcrux lui ne vous maintiendra pas en vie dans votre enveloppe corporelle. Il est simplement le gardien d'un morceau de votre âme. Et la grande différence entre les deux est que si l'élixir de longue vie n'est plus administré, la personne meurt. Tandis que pour l'Horcrux, le morceau d'âme restera bien au chaud dans son réceptacle et ne quittera pas le plan terrestre au moment où le propriétaire de l'Horcrux rendra son dernier souffle. On pourrait dès lors qualifier celui-ci d'à moitié mort ou à moitié en vie. C'est à vous de voir. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est plus une vie, car la personne est réduite à être sans être. Croyez-moi sur parole, il vaut mieux choisir de mourir que cette alternative misérable. Mis à part pour les personnes terrifiées par la mort, comme l'était Lord Voldemort par exemple, qui dira lui-même, je cite, « Je me suis senti arraché de mon corps, réduit à moins qu'un esprit, moins que le plus infime des fantômes, mais j'étais quand même vivant. » Évidemment, le but initial de la création d'un Horcrux n'est pas de le laisser aux mains d'un parfait inconnu qui l'utilisera très probablement comme élément de décoration pour son salon, s'il n'essaye pas de le détruire, bien évidemment. Retenez que le rôle premier de l'Horcrux est de protéger et conserver le fragment d'âme qui lui a été confié, ce qui veut dire qu'il doit être hors d'atteinte afin que personne ne puisse le nuire ou le manipuler. Enfin, si nous partons du principe que le mage noir n'a scindé son âme qu'en 2 parties. Car si l'Horcrux est détruit et son créateur décédé au préalable, il ne restera plus rien du créateur en question. Par contre, si un mage noir possède plusieurs Horcrux, c'est une toute autre histoire. Les Horcrux pourraient alors avoir plusieurs fonctions, notamment celle de renforcer le fragment d'âme afin que celui-ci reprenne du pouvoir et finisse par fonctionner par lui-même. En bref, chaque Horcrux aurait un rôle bien défini, soit celui de protéger et sauvegarder, soit celui d'attaquer et renforcer le morceau d'âme gardé. À ce niveau-là de maîtrise, on peut clairement dire qu'on s'approche tout doucement d'un être immortel ou presque. Petite parenthèse, il faut savoir qu'au plus l'âme d'un sorcier est fragmentée, au plus il perd de son humanité, que cela soit physiquement ou mentalement. Et comme l'a dit Albus Dumbledore, les mutilations subies par l'âme vont bien au-delà des limites de ce qu'on appelle habituellement le royaume du mal. Autrement dit, le sorcier devient un véritable monstre. Voilà, fin de la petite parenthèse. Et comme on parle de magie noire, cela se fera inévitablement au détriment de quelqu'un d'autre. Comme l'a si bien dit Erasme, ce qui nuit à l'un profite à l'autre. C'était peut-être un mage noir finalement ce Erasme. Enfin, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos Horcrux. Ce qui est vraiment intéressant et à la fois particulièrement effrayant, c'est de voir le genre d'interaction qu'un Horcrux peut avoir avec ses victimes. Car autant vous dire que ce n'est ni le pouvoir de l'amour ni celui de l'amitié qui vont aider la régénération d'un fragment d'âme d'un Horcrux. C'est bien la manipulation, le contrôle des pensées ainsi que le puisement de l'âme de la victime qui vont permettre à la partie de l'âme du défunt créateur de récupérer ses forces. Il va de soi que le processus est très long et insidieux, comme on a pu le constater avec Ginny Weasley dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voici ce que Tom Jedusor, ou plutôt son fragment d'âme, dira lors d'une discussion avec Harry. De quoi parlez-vous ? Du journal intime, dit Jedusor. Mon journal. La petite Ginny y a écrit ses confidences pendant des mois et des mois, en me racontant ses petites préoccupations dérisoires, ses frères qui se moquaient d'elle, son arrivée à Poudlard avec des vêtements et des livres d'occasion, et aussi, une lueur s'alluma dans les yeux de Jedusor. La grande question. Le beau, le bon, le grand, le célèbre Harry Potter, allait-il un jour l'aimer ? Alors Ginny m'a ouvert son âme, et il se trouve que son âme représentait exactement ce qu'il me fallait. Ses peurs les plus profondes, c'est ce
secrets les plus obscurs me donnaient de la force, de plus en plus de force. J'ai senti grandir en moi un pouvoir infiniment plus grand que celui de la petite Ginny. Un pouvoir suffisant pour commencer à confier à Miss Weasley mes propres secrets, pour déverser un peu de mon âme dans la sienne. Comprenez par là que le fragment d'âme de Voldemort a réussi à s'introduire dans la tête de la vulnérable cadette Weasley, et même à prendre possession de ses faits et gestes. Comme l'a dit Tom Jedusor, il faut des mois et des mois d'interaction avec l'Horcrux, allant même jusqu'à un certain attachement avec celui-ci, avant d'obtenir des résultats aussi impressionnants que ceux du journal intime. Et c'est bien pour cela que les changements de comportement ainsi que la dégradation de l'hôte ne sont pas détectables à première vue et ne deviennent observables qu'après un laps de temps assez conséquent. Pour tout dire, même le détenteur de l'Horcrux ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Ce qui va faire naître en lui une pointe de doute et d'angoisse allant jusqu'à la paranoïa. À titre d'exemple, voici ce que Ginny Weasley a écrit dans le journal intime de Tom Jedusor. « Cher Tom, je crois que je suis en train de perdre la mémoire. Il y a des plumes de coq sur ma robe et je ne sais pas du tout d'où elles viennent. Cher Tom, je n'arrive plus à me souvenir de ce que j'ai fait le soir d'Halloween, mais un chat s'est fait attaquer et j'ai de la peinture sur moi. Cher Tom, Percy n'arrête pas de me dire que je suis toute pâle et qu'il ne me reconnaît plus. Je crois qu'il me soupçonne. Il y a eu une autre agression aujourd'hui et je ne sais pas du tout où j'étais. Tom, qu'est-ce que je vais faire? Je me demande si je ne suis pas en train de devenir folle. Tom, j'ai l'impression que c'est moi qui attaque tout le monde. » Retenez qu'au plus la victime devient vulnérable, au plus l'Horcrux prend en puissance. Il va tenter par tous les moyens de semer le chaos dans l'esprit de la victime, épuisé jusqu'à la dernière goutte de force vitale de cette dernière, autrement dit, jusqu'à la mort. Et pour cela, il va venir appuyer très fort sur les craintes et les blessures les plus profondes de l'âme de son hôte, afin que celle-ci s'isole et se noie dans son propre désespoir. Ronald Weasley pourra en témoigner, il en sait quelque chose. Allez, il est maintenant temps de savoir comment se débarrasser de cette horreur. Après tout, c'est un cours de défense contre les forces du mal, non? Tenter un sortilège simple comme un petit incendio ou un sort de révélation n'aura aucun effet sur notre Horcrux. C'est qu'il est bien protégé par ses sorts de magie noire, le petit. D'ailleurs, la violence physique n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Donc, on oublie de balancer cette chose dans une benne à ordures, d'essayer de la broyer, de la piétiner ou encore de la jeter dans les toilettes. Ça ne sert strictement à rien, à part vous blesser ou blesser quelqu'un d'autre. Pour vous en débarrasser, il vous faudra quelque chose possédant de grandes propriétés magiques, comme du venin de basilic, un artefact hautement magique, ou encore vaincre le mal par le mal avec un maléfice des plus puissants comme un feu démon ou un Avada Kedavra s'il s'agit d'un être vivant par exemple. Dans tous les cas, cela va vous demander de grandes capacités magiques, et si vous ne vous en sentez pas capable, je vous propose de demander l'aide de quelqu'un de plus expérimenté que vous en magie noire. Attention! L'Horcrux ne se laissera pas faire. Je vous rappelle qu'il est le gardien d'une âme mutilée et qu'il la défendra par tous les moyens possibles et qu'il vous attaquera sans aucun doute. Il utilisera notamment son meilleur atout, la manipulation mentale. Il faudra donc bien se préparer à faire face aux plus grandes noirceurs de votre âme. Et autant vous dire que vous risquez très certainement de vous faire attaquer physiquement, car le créateur de l'Horcrux a mis une tonne de sorts et de malédictions tout autour de son bien afin de le protéger. Sans oublier que l'Horcrux lui-même est bourré de magie noire pour s'autodéfendre. Donc croyez-moi, ça va faire mal. Et il serait judicieux de ne pas l'oublier. Il est par conséquent primordial de se préparer avant de tenter quoi que ce soit contre un Horcrux. Récapitulons. Prenez bien soin de travailler votre part d'ombre, de préparer un maximum de sortilèges et d'artefacts de protection et de trouver le nécessaire pour l'abattre. Voilà tout ce que je peux vous conseiller. Pour terminer, je tiens à vous rappeler qu'avant de récupérer un objet ayant appartenu à quelqu'un d'autre, il serait assez judicieux de l'examiner au préalable, car tout objet, aussi insignifiant soit-il, peut révéler de bien obscurs secrets. Voilà qui conclut notre cours sur les Horcrux. J'espère qu'il vous aura plu et que je ne vous ai pas trop fait peur. Si cela vous intéresse, je ferai un cours spécifique sur les Horcrux du Seigneur des Ténèbres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La prochaine vidéo est prévue pour le 27 octobre pour les 2 ans de la chaîne. Alors à vos agendas, je vous attends nombreux. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.